Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis devenue hyper irrégulière sur la chaîne. J'en suis désolée si ça vous saoule, si ça vous saoule pas, tant mieux. J'ai décidé de revenir avec un update, une vidéo update tout. Update tout, update vie, update lecture, update projet. Évidemment, je l'avais pas planifié, c'est une idée qui m'est venue là tout de suite. Pour tout vous dire, je suis rentrée chez moi hyper fatiguée et je me suis dit ce serait bien de dormir un petit peu avant de continuer à bosser. Et puis d'un coup je me suis dit tiens, et si je faisais une vidéo à la place pour faire une pause. Donc me voici, me voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, depuis que je suis sortie de l'univers de la Chine Benzine? Où est-ce que je me suis plongée? Qu'est-ce que j'ai lu depuis? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à côté qui pourrait être en lien avec soit la littérature, soit le féminisme, soit sur les autres questions qui m'intéresse et que vous connaissez beaucoup et très bien sur la chaîne. Et bien je vais vous dire ça tout de suite. Après la Chine Benzine, je me suis replongée dans mes lectures féministes, mais aussi pas que féministes, ou plutôt assez spécifiques. C'est-à-dire que sans le faire exprès, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire des livres qui allaient dans une même direction et qui traitaient un petit peu de la même question, mais sous des angles différents. C'est une question qui m'a toujours beaucoup intéressée, mais pour laquelle je n'avais pas encore, sur laquelle je n'avais pas encore beaucoup lu, ni je n'avais même pas commencé, j'ai envie de dire, mon éducation sur le sujet avant. C'est une question qui vraiment me préoccupe et me questionne depuis que je suis très jeune, c'est-à-dire depuis que j'ai 20 ans, quelque chose comme ça. C'est la question de pouvoir. Et du coup j'ai lu des livres qui parlent du pouvoir, qui parlent de féminisme et le pouvoir, qui parlent du pouvoir de l'État, qui parlent du pouvoir des dominants, qui parlent de la valeur des vies. Est-ce que cela peut bien vouloir dire, est-ce que toutes les vies ont la même valeur? Pourquoi? Comment? Et du coup c'était hyper intéressant pour moi, je suis très ravie d'avoir lu ces livres là et j'ai très hâte de les partager avec vous dans quelques instants. Et je suis aussi super impatiente de pouvoir lire d'autres ouvrages sur la question. Je sais que j'ai déjà un livre, je pense que ça s'appelle tout simplement La Police, un essai paru chez les éditions La Fabrique Édition. Voilà, je pense que je l'ai sur ma liseuse et qu'il attend juste d'être lu, et je sais qu'il y en a d'autres. J'avais lu, le seul livre que j'avais lu avant sur ça, c'était Surveiller et punir de Michel Foucault, que j'avais adoré, qui avait été une énorme claque, qui avait changé ma vie, qui avait tué une grande partie d'innocence en moi quand je l'avais lu, qui m'avait beaucoup déprimée. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que hier j'ai découvert que Michel Foucault aussi était pas quelqu'un de 100% magnifique, et que lui aussi aujourd'hui il y a un article qui est sorti sur lui par rapport à des questions de pédophilie qu'il aurait commises en Tunisie dans les années 70 je crois. J'ai pas encore lu tout l'article, enfin, j'ai lu ce que j'ai trouvé sur internet, mais voilà, du coup ça a bien cassé le personnage pour moi, et je ne le vénère plus autant qu'avant. Anyway, du coup j'ai lu pas mal de livres que je vais partager avec vous, beaucoup d'essais comme j'ai dit, féminisme, pouvoir. Je vais d'ailleurs aller en chercher un autre qui est ma lecture en cours, que j'ai presque fini. Voilà, et j'en profiterai aussi pour vous présenter mes lectures en cours et ce que je prévois de lire ensuite. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Voilà. Sinon, en gros, ma vie en ce moment, c'est cool. Il y a beaucoup de trucs chiants et en même temps, il y a beaucoup de trucs hyper cool à côté, donc ça va, je ne me plains pas quand même. Par rapport à mes dernières lectures, on va y aller tout de suite parce qu'on est là pour ça aussi. Alors, je vais commencer avec La pensée straight de Monique Wittig. C'était une lecture
excellente à laquelle j'ai donné une note de 5 sur 5. Il fait partie aujourd'hui de ces must-read pour moi sur les questions du genre. Monique Wittig est une autrice que j'ai découverte grâce à Alice Coffin dans son ouvrage Le génie lesbien. Elle en avait parlé et j'avais compris que c'était une sorte de classique à lire. Monique Wittig étant une personne engagée sur les questions féministes de genre, mais qui est aussi une lesbienne. Et les lesbiennes n'étant pas suffisamment représentées dans le courant féministe et dans notre culture en fait en général, leur production et leur contribution à la culture n'étant pas suffisamment valorisées, visibilisées, etc. J'étais hyper curieuse de lire un ouvrage sur la question du genre par une personne lesbienne, et franchement je n'ai pas du tout été déçue. Dans ces livres-là, c'est une collection de textes qu'elle avait écrits et publiés dans différents journaux et magazines, et qui sont regroupés ici. Du coup, des fois, on peut retrouver des idées qui se répètent, mais c'est toujours bien, parce que c'est toujours utile, parce que c'est un ouvrage qui est quand même assez exigeant. Et là, pour la déconstruction, on est vraiment servi, parce que c'est vraiment, elle déconstruit beaucoup de choses par rapport au genre. Et c'est aussi un livre avec lequel, des fois, j'avais l'impression que mon cerveau était en train de faire une gymnastique pour que j'arrive à suivre en fait, et que surtout j'arrive à déplacer mon regard sur certaines questions et que je puisse les voir d'un angle différent. Et Dieu sait que c'est essentiellement ce que je recherche dans mes lectures. Moi j'adore les lectures qui arrivent à me faire ça, qui arrivent à changer mes perspectives et à me permettre de voir les choses d'un autre angle. Parce que moi clairement ce sont vraiment des choses que je recherche dans mes lectures, plutôt que... c'est toujours cool de lire des ouvrages qui vont nous conforter un petit peu dans nos croyances et tout, mais c'est aussi bien de lire des ouvrages qui vont élargir en fait nos horizons, notre façon de voir les choses, et ici c'est clairement le cas. Il y a une phrase qui revient beaucoup dans ce livre de Monique Wittig qui choque pas mal, c'est la phrase qui dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes, les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est une phrase qu'elle aurait annoncée une fois et qui aurait choqué pas mal. Je peux comprendre quand on ne lit pas le livre et quand on n'essaie pas d'en apprendre davantage sur la pensée de l'autrice et de mettre les choses dans leur contexte. Monique Wittig, étant lesbienne, à une certaine époque en plus, où les lesbiennes n'étaient pas du tout considérées dans la société, elle représente en fait les femmes comme des sortes de classes sociales à part, un réel produit patriarcal, parce que c'est clairement la femme est définie du point de vue de l'homme, clairement ici, je veux dire dans notre société, et du coup quand on est une femme lesbienne, finalement, quand on est lesbienne, pardon, on n'est plus une femme, parce qu'on ne correspond pas à cette définition de la femme, la définition patriarcale, qui est hyper hétéronormative, et ainsi de suite. Du coup, c'est principalement ça ce qu'elle veut dire. Il y avait des passages qui étaient hyper intéressants, hyper engagés politiquement, et elle en fait vraiment une question politique, la question de la femme, la question des lesbiennes et la question du genre en général. Et quand je parlais tout à l'heure de déconstruction, c'est-à-dire que Monique Wittig, elle va réussir à te faire te sortir déjà de ta binarité, ne plus voir que homme et femme, mais déconstruire tout ça et voir le genre différemment, et en poussant la réflexion jusqu'à éliminer le genre en fait, en tout cas surtout sur le côté binaire. Du coup voilà, c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, et moi aussi j'adorerais si les genres n'existaient pas, s'il n'y avait plus de hommes, femmes, et que si chacune était juste ce qui elles sont, et sans devoir forcément penser à celui-là c'est un homme, à celui-là c'est une femme, qu'on arrive à oublier en fait ça, et que quand on voit quelqu'un, la première chose qui nous vient en tête c'est pas son genre, ce serait chouette. C'est un petit peu comme la question de quand on voit quelqu'un qui est noir, les yeux bridés, très arabe, très blanc, très avec des RAIT,
quand on les voit, qu'on voit pas ça en fait, que ce soit pas ça qui nous vienne à l'esprit en premier. Et des fois j'essaie de jouer à ça avec moi-même dans la rue, si je croise des gens. Et je pense une fois j'étais dans un café récemment et c'est là où ça m'a frappé, où j'ai réalisé que j'ai vu des personnes, un homme noir passer avec sa fille, et je me suis rendu compte que j'avais pas vu ça, c'est-à-dire que pour moi c'était juste une personne, et que ça m'avait pas frappé en premier que c'était une personne noire. Bref. Après je suis partie dans d'autres réflexions à ce moment là, mais avec vous je vais m'arrêter là. Et un autre livre excellent que j'ai lu, c'est enfin je l'ai lu, le dernier, Françoise Vergès, une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste et de la protection. Et là du coup on arrive à cette question de pouvoir. J'ai fait tomber mon marque-page, ça fait chier. Françoise Vergès, j'avais adoré Un féminisme décolonial, qui pour moi est une... il faut le lire, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter de plus, il faut le lire. Et du coup je savais qu'il fallait absolument que je lise son dernier, et j'ai pas du tout été déçue. C'était encore une fois une lecture excellente, assez exigeante aussi. Apparemment Françoise Vergès, pour certains c'est une autrice radicale et féministe radicale, et pour certaines ça pourrait poser problème, mais moi vous savez que j'adore les personnes et les pensées radicales. Très probablement apparemment je serai aussi quelqu'un de radical, mais c'est à dire que moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, c'est même quelque chose que j'apprécie et que je recherche dans mes lectures, c'est vrai, je le confirme, parce que déjà généralement je n'aime pas quand les trucs... je n'aime pas les positions et les gens tièdes. J'aime bien quand la personne tranche, prend position par rapport à certains sujets. Pas à tous les sujets, mais bon, les sujets qui importent quand même pour la personne et pour moi. Du coup, moi ça me dérange pas, et surtout, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler que, étant une femme qui vit dans une société très patriarcale, on n'a pas le temps de faire du demi-mesure ou d'être tiède. Voilà, on est dans une situation aujourd'hui et dans une position où pour moi on a d'autres choix que de trancher, d'être clair et d'être radical, pour espérer à peine faire bouger un tout petit peu les choses. Dans ce livre-là, Françoise Vergès, ce qu'elle dit, donc en fait, elle y va pas par quatre chemins, quoi. Elle dit que toutes les violences patriarcales, elles sont commises avec la complicité de l'État. Et du coup, elle va aller dans ce sens-là. Et Françoise Vergès est quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'importance du collectif dans l'engagement féministe, qu'elle favorise beaucoup par rapport à des petites actions individuelles, et elle encourage beaucoup d'avoir une approche systémique et de s'intéresser et de cibler les institutions si on veut vraiment faire changer les choses, et je suis absolument d'accord avec elle. Je pense que j'en avais déjà parlé avant, je sais plus où, mais je pense que c'était sur Instagram et pas ici, mais je suis totalement d'accord, et je pense aussi que pour faire des changements structurels, il faut justement attaquer les structures, à commencer par le haut. Voilà. Donc toutes les institutions juridiques, etc., etc. Je rejoins aussi Judith Butler qui dit d'ailleurs un excellent épisode de podcast sur la poudre. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vivement à le faire. Je l'ai écouté une dizaine de fois pendant 2 ou 3 jours, tellement c'était super intéressant et pertinent. Et du coup, je suis aussi d'accord avec elle quand elle dit que le rôle des mouvements sociaux est aussi très important pour faire changer les choses, en plus des élections politiques, etc. Mais que ces dernières sont loin d'être suffisantes. En tout cas, ici, c'était super intéressant de lire sur ça, de lire sur la violence de l'État, mais d'un point de vue féministe, en quoi ça ne sert pas, en quoi les règles étatiques aujourd'hui et le fonctionnement ne servent pas les causes féministes. Il me semble qu'ici aussi on va parler, du rôle des institutions, comment on dit ça, les institutions carcérales, tout le système de prison et ainsi de suite, et pour montrer que ça ne sert pas à la cause féministe.
et ça remet en question en fait tout le système d'emprisonnement des gens et montrer à comment ça sert pas à la société en général et encore moins les femmes. Et elle montre pourquoi. Et ça c'est aussi un point de vue que j'avais adoré dans un autre épisode de La Poudre que j'avais écouté le mois dernier. Je vous laisserai aller regarder, il fait partie des derniers épisodes, c'était sur ça, sur la prison. Et d'ailleurs la femme qu'elle a interviewée est une autrice qui a écrit un superbe livre, je crois qu'il s'appelle Nous Toutes, et que j'arrive pas encore à retrouver. Visiblement il n'est plus trop dispo chez l'éditeur, mais bon, je perds pas espoir. Et je pense que j'ai vu quelqu'un le lire sur Instagram, Margot je crois, et qui a beaucoup aimé. Du coup voilà, il est sur ma liste. En tout cas celui-là je vous le recommande fortement. J'avais, en parlant de Judith Butler, j'avais lu également Ce qui fait une vie. C'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice et j'ai adoré. Même si je n'ai pas tout lu, j'ai lu des chapitres qui m'ont intéressé. Il y en a d'autres que j'ai pas lu, c'était des chapitres sur la photographie et tout. Mais l'idée c'était de montrer que toutes les vies n'ont pas la même valeur et que elle montre lesquelles, pourquoi, etc. Et en fait, par exemple, le fait que on ne réagit pas de la même façon quand on apprend la mort d'une certaine catégorie de gens par rapport à d'autres. C'est-à-dire que quand il y a eu Charlie Hebdo, tout le monde était effondré, mais quand il y a un village qui explose, où des tonnes de gens meurent en Éthiopie ou je sais pas où, ou en Moyen-Orient ou autre, on est beaucoup moins, ça nous atteint beaucoup moins, et on réagit différemment. Comme si, et elle le dit aussi dans son podcast au sein de La Poudre, comme si certaines morts étaient moins importantes que d'autres, et pire que ça, comme si elles étaient attendues. On s'attend à ce que ces gens meurent et du coup ça ne nous choque pas, ce qui est très très problématique. Du coup elle parle de ça, mais pas seulement de cet exemple là. Ça peut être toujours dans un même pays, mais si tu vois des SDF dans la rue, tu seras moins touché quand tu apprendras qu'un SDF est mort que quand tu apprendras, je sais pas moi, que quelqu'un d'autre est mort, soit dans ton entourage proche, soit une célébrité, j'en sais rien, mais voilà, vous avez capté un petit peu l'idée. Et du coup c'était une lecture qui a été super intéressante. Et j'ai hâte de lire d'autres livres de Judith Butler. Je pense que j'ai envie de lire tous les livres de Judith Butler. Et là en ce moment je suis en train de lire un livre qui franchement m'a agréablement surprise. Je suis contente de pouvoir vous en parler maintenant. Il s'agit de Fuck le patriarcat, les 7 péchés pour prendre le pouvoir, de Mona El-Tahawi, qui est une journaliste et une autrice égyptienne. Je l'ai trouvé à la librairie et je l'ai pris forcément avec le titre, la couverture et l'autrice que je voyais pas mal passer sur les réseaux sociaux, mais que je connaissais pas plus que ça, que je ne suivais pas plus que ça. J'étais pas sûre non plus d'accrocher avec ses... c'est pas que j'étais pas sûre d'accrocher avec son discours, mais quand je la croisais, je croisais ses tweets ou ses posts Instagram, ça m'a jamais marqué plus que ça, ou voilà, donc je restais un petit peu indifférente par rapport à ça, et je la voyais un petit peu comme la féministe arabe musulmane qui est vraiment enragée et qui crie tout le temps, et elle était tout le temps en train de taper sur tout le monde, et des fois c'est comme si j'avais l'impression qu'elle en faisait trop en fait sur les réseaux. Et c'est pour ça que voilà, j'ai accroché, je m'arrêtais pas plus que ça sur ses posts, voilà. Mais je me suis dit, allez, vas-y, je vais lire son livre, et là, je vais faire une idée qui sera un peu plus arrêtée, un peu plus justifiée, on va dire. Et franchement, là, sur les 7 péchés capitaux, là, je suis en train de lire le 5e, donc il m'en reste encore 2. Et franchement, c'est un livre qui se bonifie plus on avance dans les chapitres, et mieux c'est. Et plus moi je suis séduite. Quand j'avais lu l'intro au début, je me suis dit oui, bon, ça va être un livre ok quoi. Enfin pas ok mais bon, ok, je vais donner une note de 3 sur 5, allez vas-y. Après j'ai lu le 2e péché et le 3e, je me suis dit ah non, ça c'est un 4 sur 5 ce livre. Et là ça avance, et peut-être que ce sera un 5 sur 5. Je pense que ce sera un 5 sur 5. Et donc voilà, je suis de plus en plus
agréablement surprise, comme j'ai dit. Et là, elle va citer les 7 péchés. Elle s'est inspirée des 7... alors, les 7 péchés, alors j'avais envie de vous dire lesquels. Du coup, le premier, c'est la colère. Et du coup, elle va insister sur l'importance de la colère chez les femmes, l'importance de pouvoir se mettre en colère, de pouvoir exprimer sa colère. Et elle montre comment, dans notre éducation de filles, on nous éduque à surtout pas s'énerver, surtout pas crier, surtout pas se rebeller, ne pas se mettre en colère. Et du coup, elle va aller un petit peu dans ce sens-là, et c'est intéressant. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit oui, bon, rien d'extraordinaire, quoi. C'est bon, ok, on avance. Mais en fait, j'ai aussi réalisé au fur et à mesure de ma lecture que je ne devais absolument pas le comparer avec d'autres essais féministes que j'ai lus, parce que, j'allais dire Mona Chollet, n'importe quoi, parce que, voilà, elle s'appelle aussi Mona. Parce que Mona El-Tahawy, c'est pas une chercheuse, c'est pas une professeure, en tout cas, il me semble, et c'est pas écrit dans sa biographie. Et ici, en fait, en tout cas dans ce livre-là, c'est plus un témoignage, c'est pas un travail de recherche. Et dès que j'ai réalisé ça, c'est bon. Je pense que c'est là où mon évaluation de l'ouvrage elle a changé et où je me suis dit, allez, je vais lui donner une note de 4 ou de 5 sur 5. Parce que c'est un témoignage et c'est un très bon témoignage. Et au fur et à mesure que je la lisais, je comprenais pourquoi elle était effectivement cette femme enragée. Et à un moment, à un stade de ma lecture, je me suis dit, je pense que le féminisme arabe musulman, ce serait ça. Ce sera la femme féministe arabe / musulmane et ou musulmane. Ça va être ça. Ça va être la femme féministe enragée, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça et je pense qu'on est comme ça. Et ça nous ressemble bien, en fait. Et quand on sait la culture dans laquelle on a grandi, on peut être que ça. Voilà, c'est largement justifié. Et du coup, après, j'ai compris pourquoi elle était comme ça et aussi ses posts sur internet et tout, sachant qu'elle commence très tôt l'ouvrage en annonçant qu'elle avait été violée à la Mecque, attention, à l'âge de 15 ans. Elle a été agressée sexuellement. Je ne sais pas si c'était un viol. Bref, je ne suis pas encore experte sur les thématiques, les agressions sexuelles et tout ça. Je devrais d'ailleurs lire le livre Agression et violence sexuelle, je crois. Je vous mettrai la couverture ici parce que je dois le lire, mais je ne l'ai toujours pas commandé. Il attend encore. Mais je sais que je dois le lire parce qu'apparemment, il y a pas mal de pistes d'action très concrètes. Elle te donne vraiment des outils pour te permettre Je disais qu'elle te donne vraiment des outils pour te permettre de gérer ce genre de situation dans la vraie vie, dans le milieu du travail, etc. Et ça c'est excellent, donc voilà. Je sais plus pourquoi j'en ai parlé. Oui, parce que je ne savais pas quel mot utiliser, enfin bref. Mais bon, elle a été agressée sexuellement à la Mecque et ça c'est quelque chose à laquelle je pense on ne pensera pas de façon très spontanée, nous en tant que femmes musulmanes, etc. C'est pas l'image qui nous vient en tête en premier quand on pense à ça, à ce lieu sacré. Et du coup, quand elle a écrit le livre, elle avait 50 ans. Et son agression, ça remonte, donc elle avait 15 ans, en 82 je crois. Et un jour, elle a décidé d'en parler et de témoigner de ça. Je pense qu'elle avait fait à la télé, sur une chaîne et dans une émission populaire. À la télé, je crois que ça devait être la télé égyptienne, et vous vous rendez compte, vous imaginez qu'elle a été massacrée et menacée de mort, etc. sur les réseaux sociaux par les islamistes et ainsi de suite. Et je savais aussi que les islamistes voulaient sa mort sur les réseaux, mais je savais pas trop pourquoi. Je pensais que c'était juste parce que c'était une féministe musulmane grande gueule. Mais après, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Et elle avait lancé une sorte de hashtag sur Twitter aussi pour demander aux femmes qui avaient été harcelées et agressées dans d'autres lieux sacrés, genre les mosquées, etc., de partager leurs tweets. Et elle a fait ça un petit peu comme le MeToo, mais version mosquée, version voilà. Et apparemment elle a reçu pas mal de témoignages et tout, donc voilà, elle parle de ça. Et franchement moi, bon, quand j'ai vu ça, c'est bon, elle a totalement le droit de faire d'être enragée et de s'énerver sur les réseaux sociaux. Du coup ça c'était le premier péché, c'était la colère. La deuxième c'est l'attention. J'ai beaucoup aimé l'importance pour nous les femmes d'attirer l'attention sur nous. J'ai adoré parce que c'est vrai que c'est
clairement à l'opposé de ce qu'on nous demande. En tout cas, surtout beaucoup dans la société arabe musulmane, on nous demande toujours d'être discrète, de parler à voix basse, de se faire la plus petite possible et de tout faire sauf attirer l'attention. Et c'est vrai que quand une femme attire l'attention, c'est souvent vu, genre comme une pute, où elle veut attirer l'attention sur son corps, ou en tout cas c'est toujours quelque chose de très péjoratif. Or, elle montre que attirer l'attention sur soi n'est autre qu'une façon d'être visible en fait, et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire entendre sa voix. Et que si les hommes aujourd'hui ils ont des postes de pouvoir, clairement l'attention elle est sur eux, tiens. Et du coup c'est dans ce sens là en fait, et c'est ça je pense que j'ai aimé de plus en plus dans ma lecture, parce que à chaque fois quand je voyais le titre, j'avais quelques appréhensions et aussi quelques première idée arrêtée, et je pensais qu'elle allait parler de certaines choses, et finalement elle me surprenait avec des propos plus intelligents que ce que je croyais. Voilà, j'ai parfois tendance à juger, et du coup c'était super. Après le chapitre 3 c'était sur l'obscénité, ça j'ai adoré parce que apparemment Mona Al-Tahawi est quelqu'un qui jure pas mal sur les réseaux sociaux, et là aussi elle en parle et elle dit pourquoi c'est important d'utiliser des mots obscènes, et aussi comment c'est tellement mal vu quand une femme utilise des mots comme ça, des insultes, etc. sur internet. Et du coup, elle montre pourquoi du coup il faut les utiliser. Bref, je vous laisse lire, j'ai adoré. Le quatrième péché, c'est l'ambition. Là encore c'était super intéressant. Le cinquième c'est le pouvoir, c'est celui que je suis en train de lire, et ensuite ça va être la violence et la luxure. En tout cas c'est une super chouette lecture qui se lit hyper vite. J'ai lu la moitié en une journée, un samedi plutôt. Et après vous voyez au cours de la semaine j'ai toujours pas pu finir l'autre moitié. C'est pour dire à quel point j'ai vraiment pas le temps de lire en semaine comparé au week-end, et encore certains week-ends où je peux lire et d'autres non. J'hésite, est-ce que je vous parle des lectures que j'ai pas aimées, ou est-ce que je vais continuer quand même avec les lectures chouettes avant de passer aux lectures que j'ai pas aimées. J'ai lu Libérer la colère de Geneviève Morand et une autre femme, alors attendez, je cherche le nom de l'autre femme. De toute façon je vous mettrai la couverture. Geneviève Morand et Nathalie Anne Roy, ce sont deux Canadiennes je crois, qui ont recueilli des textes de 30 femmes je pense, qui vont justement exprimer leur colère par rapport à certains sujets liés au féminisme, au racisme, ce genre de choses. C'était pas mal, j'ai bien aimé quelques textes, j'ai feuilleté quelques pages. Notamment parce que ça pouvait parler de sujets qui ne me parlaient pas beaucoup, notamment des mamans qui allaient exprimer un petit peu leur calvaire, mais moi voilà, ça me parlait pas beaucoup, du coup j'ai zappé. Mais si vous voulez le lire, allez-y, c'est quand même une chouette lecture. Après il y a un livre, une BD Drosophilia de Mardi Noir. J'adore Mardi Noir, mais malheureusement j'ai pas aimé la BD. Je trouvais que c'est typiquement le personnage féminin que vraiment j'aime pas, qui vraiment m'énerve, me fait perdre mon temps. C'est le genre de femme, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est perdue dans sa vie. On a l'impression qu'elle a un petit peu tout le temps la tête dans les vapes. Ça commence avec une relation qu'elle a avec quelqu'un, et on comprend que c'est une relation, c'est plus des coups d'un soir, et en même temps elle s'éclate pas non plus. Du coup je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Et voilà, elle est perdue, elle cherche de l'attention. Elle cherche à s'accrocher à n'importe quel mec, premier inconnu venu. Elle peut prendre un train pour aller quelque part, pour rejoindre un homme qu'elle connaît très peu. Et je sais pas, je pense qu'elle se cherche à travers toutes ces relations. Mais moi j'ai pas aimé, ça m'a pas parlé. J'avais l'impression que ça allait nulle part et que ça allait me servir absolument à rien. Sorry about that, but voilà. Et je vais parler vite fait d'une autre lecture qui m'a déçue. Après on va passer à une autre lecture qui va être un masterpiece. Vite fait, la lecture qui m'a déçue, c'est La Rencontre.
de Charles Pépin, la rencontre, une philosophie. Moi je pensais que ça allait être un essai philosophique, mais en fait ça ressemble plus à du développement personnel. Et ça parle... je pensais que ça allait intellectualiser un petit peu les rencontres et parler un peu de l'importance en fait. J'ai bien aimé au début, il dit que on croise beaucoup de personnes dans notre vie, mais on les rencontre pas tous les jours. Ou alors on rencontre très peu de personnes. C'est-à-dire que la vraie rencontre, elle se fait très rarement. Ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai. Et je pensais que le livre allait être beaucoup sur ça. Parce que c'est vrai que moi il y a des personnes que j'ai croisées dans ma vie et c'était une rencontre. C'était une rencontre dans le sens où il y a eu une connexion, il y a eu un lien. Avec certaines, je sais que le lien, c'est un lien qui va durer peut-être toute la vie. C'est quelque chose de fort et c'est vraiment une sorte de rencontre de deux âmes. Voilà. Il y a aussi les rencontres littéraires, les rencontres qu'on fait avec des auteurs, des autrices, avec des idées, etc. Et je pensais que ça allait vraiment aller vers ça. Et au début, ça en donnait l'impression. Mais après, ça virait. Et je disais que ça virait un petit peu vers le développement personnel parce que c'était pas du tout philo, je trouve. Et à un moment, ça allait beaucoup vers les relations amoureuses et ça m'a un peu saoulée. Voilà. Généralement, c'est pas un truc sur lequel j'aime lire, c'est quelque chose que j'aime vivre, mais c'est pas forcément quelque chose sur laquelle j'ai envie de lire. Enfin, bref. Et sinon, le chef-d'œuvre, ça va être ce gros pavé. Ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2. C'est des romans pour changer. Que je voulais lire depuis des années et je retardais parce que je savais justement que ça allait être une rencontre et que ça allait être une excellente lecture et que ça allait être un peu comme La Montagne Magique de Thomas Mann. Et bizarrement, dans ma tête, je me disais que ce roman, ça allait être comme La Montagne Magique, et quand j'ai commencé à le lire, tout de suite j'ai pensé à Thomas Mann. Il s'agit de L'Homme sans qualité de Robert Musil, donc le tome 1, et tout de suite j'ai pris le tome 2. Je l'ai à peine commencé, hein. J'ai lu juste ça. Et je me suis arrêtée parce que j'avais commencé mon Al-Tahawi et je me suis dit je vais le finir vite fait avant de reprendre ça. Mais je vous en parlerai, c'est sûr que je ferai une vidéo spéciale sur L'Homme sans qualité quand je l'aurai fini. Mais c'est un livre qui fait en tout 2000 pages. Donc j'ai encore le temps et je vous en parlerai je sais pas quand. Mes prochaines lectures, ce que je prévois pour la suite, après je sais que ça peut changer et que j'ai commandé des livres féministes qui vont arriver, des essais, et que je probablement, ils vont probablement être sur le haut de ma pile, mais c'est le printemps et c'est le moment pour moi de lire Spring de Hayley Smith. J'adore Hayley Smith, j'avais adoré Autumn et Winter et j'attendais le printemps pour lire Spring. Et je pense que je vais me le garder pour mes vacances de printemps. C'est ce que je me dis. Après, je sais pas, on verra. Vous allez rigoler, mais j'ai acheté un roman jeunesse. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de roman jeunesse en VO, en anglais et comme ça, des jolis hardbacks et tout. Et je connaissais pas du tout, ça s'appelle We Used to Be Friends de Amy Spalding, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai trouvé en librairie chez Livre-moi à Casa. J'étais contente de pouvoir trouver un livre, voilà, sans devoir commander et attendre. J'ai commencé à lire les premières pages et j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit allez, je vais le prendre quand j'aurai envie quand je serai dans le mood ou quand j'aurai envie de lire un truc light après une lecture déprimante. Et l'autre gros pavé en fait c'est Caste de Isabelle Wilkerson. Ça aussi je sais que ça va être, ça aussi c'est un pavé et j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté le audiobook pour me motiver à lire ce pavé. Et aussi parce que j'avais écouté un extrait de l'audio et c'était super bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé, du coup je me suis dit c'est bon, c'est pas grave. Je vais payer l'audiolivre aussi, c'est pour la bonne cause. Du coup, c'est aussi un essai qui est prioritaire. Je pense que ce sera le prochain essai que je lirai après mon Al-Tahawi. Et peut-être après je ferai une pause de temps en temps pour lire un essai féministe pour couper avant de reprendre ça.
Et aujourd'hui, j'ai découvert dans le cadre de partager des updates sur ma life. Aujourd'hui, dans mon travail, j'ai découvert qu'il y avait un book club international où un groupe de personnes faisaient des lectures communes sur des essais post-coloniaux, sur le post-colonialisme. Et du coup, j'étais hyper contente et je leur ai fait une proposition de 16 livres à lire. Et du coup, j'ai hâte. Voilà. Et quoi d'autre? J'ai commencé à publier des chroniques littéraires dans un magazine qui s'appelle Sortir. Je me demandais si c'était Sortir ou Sortir à Rabat. Non, ça s'appelle Sortir et c'est un magazine gratuit culturel qui est distribué à Rabat et qui donne des idées de coins culturels où sortir. Et ça sort trimestriellement. Donc voilà, ça c'était le numéro de l'hiver. Il y a une amie slash collègue qui, quand elle a vu la couverture, elle m'a dit franchement ça pouvait pas mieux tomber parce que ici c'est écrit Hurriya, je pense que c'est écrit Hurriya ici et Hurra, donc liberté et libre, et voilà, et elle trouvait que ça me correspondait totalement. Et là, pour vous donner un aperçu, voilà, c'était les chroniques. Et pour les premiers livres que j'avais choisi de chroniquer, sans grande surprise, je me suis dit, en fait, je vais vous dire, j'ai l'impression de vous donner les coulisses de la publication de ces chroniques. En fait, je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de mettre en avant certains ouvrages et ça va cibler une population que je ne connais pas. Je ne sais pas qui sont les gens qui lisent ça, mais ce sont clairement pas des gens qui me connaissent ni des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc ça doit être un autre public cible. Et je me suis dit voilà, c'est comme si j'avais l'occasion une seule fois de faire des recommandations à ces gens, à des gens, à un plus large public peut-être. Qu'est-ce que je vais recommander? Et du coup, le premier truc que j'ai recommandé, c'était Présente de Lorraine Bastide. Vous comprendrez que j'ai choisi un essai féministe, pas radical, très facile à lire, à l'apparence soft, mais au contenu pas soft, et qui va pas choquer, qui va pas rebuter, qui pourrait intéresser les gens, qui pourrait intriguer. Et dans mes chroniques, j'ai surtout essayé d'intriguer. C'est aussi des fois ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. Souvent, j'essaie juste de donner envie et non pas vraiment de partager le contenu. Parce que ça reste une expérience que chacun doit faire à son niveau. Et aussi parce que j'estime qu'il faut être un minimum motivé pour avoir accès à ces informations. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on vienne donner l'information comme ça toute prête aux gens. Il faut qu'il y ait un minimum de motivation, faire l'effort d'aller chercher cette info. Moi en tout cas, en tant que booktubeuse si vous voulez, en tant que personne qui partage ses avis sur le net, mon objectif et le truc que je peux faire, la valeur ajoutée, enfin si on peut appeler ça comme ça, que je peux apporter, c'est juste d'alerter et de dire il y a de bons livres, je suis tombée sur un bon livre, cela, ça et ça, et essayer de donner envie, de teaser un petit peu, et après libre à la personne d'aller chercher. Mais je vais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur du livre et les idées phares, quoique je le fais des fois mais c'est jamais très détaillé. Enfin bref, du coup j'ai parlé de Présente de Lorraine Bastide. J'ai aussi parlé de la pièce de théâtre Lettre à Nour de Rachid Benzine, parce que c'est une pièce de théâtre qui va intéresser, c'est un auteur marocain, ça va parler d'islam mais d'une façon hyper intelligente et hyper pacifique et intelligente. Et aussi je me suis dit allez, le troisième texte, il faut absolument que ce soit une femme, je m'en fous, et une femme non blanche. C'était important pour moi en fait, et je pense que à chaque fois dans mes chroniques j'essaierai de mettre en valeur deux femmes et un homme à chaque fois, et essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins deux personnes non blanches sur les trois. Voilà, et c'est ce que j'ai fait ici. Et du coup le troisième c'était Les Autres Américains de Leila Al-Alami, qui est un roman et qui est Leila Al-Alami qui est une autrice marocaine slash américaine. Du coup voilà, j'ai fait un essai, une pièce de théâtre, un roman, deux femmes, deux personnes non blanches, Rachid Benzine et Leila Al-Alami. Voilà, je pense que c'était assez diversifié et les sujets étaient assez diversifiés.
Donc voilà, je suis contente par rapport à ça. Ça m'avait demandé beaucoup de boulot en fait pour écrire les chroniques, mais c'est aussi parce que comme d'habitude j'avais fait beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi et j'avais écrit des chroniques trop longues alors qu'au final on me demandait pas tout ça tant que ça. Du coup je pense que pour la prochaine fois ça va aller plus rapidement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'avais aussi fait 3 événements liés au livre et que j'ai envie de partager avec vous comme ça vite fait. Le premier c'est un événement que j'avais fait avec l'Institut français de Marrakech, que je remercie beaucoup de m'avoir invité à ce café là, et où je devais je devais présenter ma chaîne, présenter mon rapport à la littérature, présenter un petit peu pourquoi je fais ce que je fais, comment ça a évolué, comment mes goûts littéraires ont évolué, comment je suis devenue de plus en plus engagée sur les réseaux sociaux, etc. Et comment est-ce qu'aujourd'hui je souhaite passer d'un engagement sur les réseaux à plus d'action citoyenne sur le terrain. En fait, vu comme ça, c'est super intéressant et on a l'impression que ça va être hyper facile à partager, à raconter, mais finalement ça a été hyper difficile pour moi à faire parce que je me suis rendu compte que c'est très difficile de présenter en fait ce qu'on a fait pendant... Moi j'ai commencé la chaîne YouTube en 2012, donc ça fait 9 ans. Je trouvais que c'était compliqué en fait de parler de ce qu'on a fait pendant 9 ans à des personnes qui ne nous connaissent absolument pas et à qui il va falloir tout raconter. Et du coup je vous avoue que peut-être que j'aurais dû très bien préparer, beaucoup mieux et tout, et bien structurer les choses, mais c'est un petit peu comme sur YouTube. Généralement je prépare pas. Je prépare déjà beaucoup dans mon travail en fait, dans mes engagements professionnels, mais tout ce que je fais à côté généralement j'ai envie que ça reste du plaisir et j'ai envie que ça reste hyper spontané et que ça reste vraiment voilà, j'ai pas envie de me mettre une pression de plus. Du coup voilà, j'ai été spontanée encore une fois, mais là ça a eu ses limites et tout de suite je savais pas trop en fait. Il y avait des moments où je savais pas trop quoi dire davantage, mais heureusement qu'il y avait pas mal de questions et au moins la population était pas mal diversifiée, ça c'était cool. Déjà il y avait beaucoup de femmes, très peu d'hommes, alors que je regarde un petit peu, j'ai fait un peu le public des autres événements, des autres mois, et il y avait souvent beaucoup d'hommes. Chez moi il y avait beaucoup de femmes. I'm happy with that. Je pense qu'il y avait un seul homme il y avait 2 hommes et un adolescent. Et ça c'était cool aussi par rapport à la diversité côté âge. J'avais des gens de peut-être 12-13 ans jusqu'à plus de 60 ans, et aussi par rapport au profil c'était intéressant parce qu'il y avait des journalistes, il y avait des profs, il y avait des étudiants en littérature, une bookstagrammeuse, du coup c'était cool. C'était chouette. Et j'ai rencontré surtout une présidente d'association féministe. Et ça c'était la rencontre, et pour moi c'était vraiment la grande valeur ajoutée de cette rencontre, et d'ailleurs ça me rappelle que je dois la recontacter. Du coup j'ai fait ça, j'ai fait un live sur Instagram avec Florence de Flow and Books pour son Mars féminin, et on a parlé de bouquins féministes. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne, vers sa page Instagram si vous voulez regarder le live, c'était super cool. Ça par contre j'étais plus satisfaite de moi-même dans ce live que dans l'événement à Marrakech, même si c'était bien, mais bon. Et c'était quoi l'autre événement que j'avais envie de partager? Alors il y avait l'Institut français, le magazine, le truc d'Instagram. Oui, et en fait on a fait des sessions Zoom sur les idées et les ouvrages de Rachid Benzine. Après ma dernière vidéo, finalement on a fait 2 sessions Zoom, une session au milieu de semaine et une session le week-end. Je pense qu'au début il y avait genre une trentaine de personnes qui ont manifesté leur intérêt, 15 en semaine, 15 le week-end. Après au final on était un cercle beaucoup plus restreint, c'est-à-dire qu'on était je crois 5 personnes ou alors 3-4 personnes je crois en semaine et 4-5 personnes je crois le week-end. Mais c'était super intéressant, n'empêche. C'était super intéressant et franchement on a fait je crois 1h30 je crois. Et c'était pas du tout suffisant, alors qu'on était très peu nombreux. C'était pas suffisant parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, et
Et voilà, c'était pas suffisant pour que tout le monde prenne la parole et tout, mais c'était n'empêche super intéressant. On a partagé par rapport à nos parcours en tant que jeunes musulmans, musulmanes, ayant grandi dans différentes sociétés. Certains étaient au Maroc, d'autres étaient en France d'origine algérienne ou d'origine marocaine, d'autres étaient une personne était à Dubaï, je pense qu'elle est franco-marocaine, elle était à Dubaï. Enfin, du coup, on avait des expériences assez différentes, mais ce qui était intéressant, c'était qu'on avait les mêmes questions et qu'on était tous et toutes en pleine quête. Et voilà, c'était cool. C'était cool de partager ça. Et comme je leur ai dit après, j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça pendant toute une journée, mais en vrai en se rencontrant physiquement et organiser toute une journée autour de ça, ça pourrait être sympa, et essayer de sortir à la fin avec des actions vraiment concrètes, des petites actions et des voilà. Mais pour un premier test, c'était cool, et ça m'a fait aussi plaisir de pouvoir voir le visage de certaines personnes qui me suivent depuis des années et que je connaissais uniquement sous pseudo, et je connaissais ni leur prénom ni leur tête, je savais même pas si c'était des hommes ou des femmes, et là ils ont allumé leur caméra et j'ai pu les voir, et c'était trop bien. Franchement, ça aussi j'ai adoré. Du coup voilà, c'en est tout pour mes updates. Je pense que cette vidéo elle va aussi faire une quarantaine de minutes. Ça va peut-être devenir une habitude, et genre publier une vidéo toutes les 6 semaines, mais qui va faire 40 minutes. Voilà. Anyway, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos lectures et vos recommandations, et surtout si vous avez des recommandations par rapport à la thématique que j'ai citée au début, c'est-à-dire tout ce qui est pouvoir, violence de l'État, surtout ça m'intéresse beaucoup de lire sur le sujet, voilà, parce que c'est vraiment une question qui m'a toujours pris la tête, c'est-à-dire que je n'ai jamais compris cette histoire de pouvoir, et pourquoi les gens le cherchent, et pourquoi c'est si important pour tout le monde, et pourquoi tout le monde se bat pour ça, et pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des jeux de pouvoir. J'ai l'impression d'être une conne et une idiote à poser ces questions. Je sais que c'est lié à la survie et que c'est au fond une question de survie, mais anyway, je pense que ça doit être probablement plus complexe que ça, et je reste quand même très dubitative par rapport à cette histoire de pouvoir. Voilà, j'en parlerai davantage dans une autre vidéo, je pense, qui sera dédiée à ce sujet là. Mais voilà, c'était mes updates. Je pense que j'ai fait une bonne pause. Je vais vite faire de monter, uploader la vidéo et retourner bosser. Je vous souhaite passer un très bon week-end, faites de bonnes lectures, un bon ramadan d'avance, parce que je pense pas que je ferai une autre vidéo avant. Pour les personnes qui vont faire le ramadan, et joyeuse Pâques aussi pour les personnes qui fêtent Pâques, et voilà, et faites de bonnes lectures, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Salut.